Bonjour à vous. On se retrouve alors aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur la partie numérique hein, du programme de terminal. Je vais commencer par une petite introduction hein, sur notamment le codage binaire ici. Donc, alors nous, habituellement, en mathématiques, dans la vie de tous les jours, on utilise ce qu'on appelle la base 10, le codage en base 10. C'est-à-dire que vous avez par exemple un nombre qui est de 167. Et ben vous pouvez l'écrire comme étant 1 fois 10 puissance 2, ça fait 100, plus 6 fois 10 puissance 1, d'accord, ça fait 60, plus 7 fois 10 puissance 0, ça fait 7. Hein, en fait, hein, c'est les unités, le chiffre des unités, le chiffre des dizaines ici, et le chiffre des centaines ici. Donc 167, on peut l'écrire comme étant ça. Et en fait, on remarque quoi ici? On remarque qu'en fait, pour ces trois chiffres-là, au final, on a utilisé ce qu'on appelle une base de 10, c'est-à-dire qu'on a utilisé une puissance de 10. On remarque aussi que là, bah tiens, on a une puissance 0, une puissance de 1, une puissance de 2. Et bah ça, en fait, c'est ce qu'on appelle le rang. Le rang 0, 1, 2. Donc vous voyez ici, hein, j'ai essayé de faire des couleurs hein, pour que vous compreniez un petit peu mieux. 167, on pourrait très bien l'écrire comme étant 1 fois 10 puissance 2, plus 6 fois 10 puissance 1, plus 7 fois 10 puissance 0. On remarque donc qu'on a utilisé ici la base 10, d'accord. Le rang, c'est voilà, la puissance de votre puissance de 10, justement. En informatique, en numérique, on n'utilise plus la base de 10, par contre, on va utiliser la base 2. Pourquoi ça? Bah parce qu'en fait, hein, en informatique, alors je ne sais pas où vous en êtes là dans votre niveau en informatique, mais en fait, hein, quand on parle de numérique, en fait, et ben votre entité, votre information, elle va pouvoir avoir deux valeurs possibles, soit 0, soit 1. Donc comment est-ce qu'on peut écrire des chiffres avec ça? Ben, en fait, le principe va être exactement le même. Sauf qu'au lieu de prendre une base de 10, on va prendre une base de 2. Alors imaginez, vous avez donc le nombre 101 à écrire, d'accord? Donc hein, on a bien quelque chose d'utilisable en informatique parce qu'on a des 1, on a des 0. Ok, hein. Donc, je veux écrire le chiffre 100. Et ben, je peux l'écrire comme étant 1 fois 2 puissance 2, d'accord? Donc ici, j'ai bien un 1, hein. Ici, je l'ai mis en noir, hein. Vous avez bien votre 1. On va prendre la même chose, hein. Donc notre base ici, c'est plus 10, mais c'est 2, d'accord? Et puis ici, c'est notre rang 2. Je vais peut-être revenir à ça tout à l'heure. Donc ici, on a un 0, d'accord? Donc 0 fois toujours la base 2, le rang 1, plus le dernier, votre dernier chiffre hein, ici, c'est bien 1, donc fois 2, là, on est toujours en base 2, à la puissance 0. Alors, ouais, j'aurais peut-être pu partir dans l'autre sens, en fait, hein, donc votre rang, vous avez vu, hein, ici pour la base de 10, le plus petit c'est le rang 0, après on a le rang 1, le rang 2, bah ici dans le codage numérique c'est pareil, hein. On a le rang 0, le rang 1, le rang 2. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste pris cette écriture-là et j'ai utilisé donc le même type de codage qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Ce qui va changer juste, hein, vous avez vu entre là et là, c'est que ici on utilise un codage en base 10, donc une puissance de 10. Ici, on a remplacé par une base 2. Donc j'ai fait la même chose ici. Alors si on fait un peu de calcul, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, 1 fois 2 puissance 2, ça doit faire 4. Hein, 2 puissance 2 au carré, ça fait 4. 0 fois 2 puissance 1, bah, vous avez un 0, donc ça fait 0. Pas besoin de se poser toute autre question. 1 fois 2 puissance 0, donc 2 puissance 0, ça fait 1. Donc 1 fois 1, ça fait toujours 1. Donc on se retrouve avec que, en fait, 101 en informatique, un 1, puis un 0, puis un 1, ça correspond au chiffre 5. Donc ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que si on a, je sais pas, si on a le chiffre 5 à coder, par exemple, en informatique, et bah comme on n'a pas de. Je rappelle, hein, en informatique, vous pouvez avoir soit des 0, soit des 1. Donc pour coder le chiffre 5, on va utiliser cette notation-là. Donc 5, en fait, c'est 1, 0, 1 en informatique. Je vais prendre un deuxième exemple.
imaginez que vous avez voilà, un codage informatique ici qui est 1, 0, 0, 1, 0. Ok. Donc, je vais partir dans l'autre sens, justement. Je vais partir par le rang 0, je vais partir par la fin. Donc ici, on a un 0. Hop, donc c'est 0 fois 2 puissance 0. Ça fait 0 d'ailleurs. J'ai un 1 ici. Hop, donc ça me fait 1 fois 2 puissance 1. Hein, à chaque fois, on incrémente le rang, si vous voulez. Donc ça, pour le coup, bah, ça fait 2. Hop, je l'ai mis ici. Ici, chiffre du milieu, là, le troisième chiffre, j'ai un 0. Hop, donc ça fait bien 0 fois 2 au carré, 2 puissance 2. Donc ça fait 0. Ici, j'ai un autre 0, donc j'ai 0 fois 2 puissance 3. On est au rang 3 ici. Hein. Donc ça fait 0, très bien. On a ici un 1, donc 1 fois 2 puissance 4. Ça fait 16. Autrement dit, si j'additionne, hein, j'ai bien 16 plus 2, ça fait 18. Autrement dit, le codage numérique de 1, 0, 0, 1, 0, ça fait 18. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'en fait, on va pouvoir coder tout ce qu'on veut. Donc tout élément numérique va être codé donc en langage binaire, hein, c'est-à-dire avec des 1 ou avec des 0, dont la plus petite information, on appelle ça le bit. Le bit, hein, ça vient de binary digit, même plutôt. Et en fait, hein, donc, votre bit hein, ne peut prendre que deux valeurs, hein, soit ça va être 1, soit ça va être 0. Et donc ça veut dire que n'importe quel chiffre, on va pouvoir le coder en bits. Alors je vais pas rentrer dans les détails ici, parce qu'en fait c'est pas au programme du tout, hein, mais ça me paraissait quand même important de faire une petite introduction au numérique, hein, par le langage binaire justement. On va pas voir ça, mais en fait les lettres, on les code aussi avec un langage binaire, donc en fait on est capable de coder chiffres, lettres, etc. avec seulement un 1 et un 0, pour peu que vous ayez compris un petit peu comment est-ce qu'on code une information. Et donc, hein, ouais, parce qu'en fait, un système numérique, ça va être composé forcément à un moment donné d'électronique. Il y a des systèmes électroniques, je ne vais pas rentrer non plus dans les détails, mais en fait, c'est assez facile de faire prendre à un système numérique deux valeurs de tension. C'est souvent un 0 volt et 1 volt, par exemple, mais ça peut être moins 1, plus 1, peu importe, je dirais. Mais en fait, donc la tension basse, elle est codée 0, d'accord? La tension haute, elle est codée 1. Donc, un bit, hein, je rappelle, c'est soit 0, soit 1. Donc, si on associe deux bits, c'est-à-dire que on va regarder combien d'informations on est capable de coder avec deux bits. En fait, on s'aperçoit que soit mon association va prendre donc 0, 0, hein, j'ai 0 sur chaque bit, soit 0, 1, soit 1, 0, soit 1, 1. Il n'y a pas d'autre solution, hein, d'ailleurs. Hein. Donc, ça veut dire que si on a deux bits, eh ben, on va pouvoir écrire 4 valeurs différentes. Ça veut dire que, en fait, avec 2 bits, on va pouvoir coder 4 informations différentes. J'ai noté ici, tiens d'ailleurs, 2 au carré, ça vaut 4. Imaginez maintenant, on a 3 bits de disponibles. On s'aperçoit de quoi? Donc ces valeurs, hein, ça peut être 0, 0, 0, ça peut être 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, etc. Jusqu'à 1, 1, 1. Vous allez pouvoir chercher chez vous, hein, donc normalement il n'y a aucune autre possibilité, là j'ai trouvé les 8 possibilités différentes. Donc si on a 3 bits en fait, on a un système qui est composé de 3 bits en fait, on va pouvoir coder 8 informations, 8 valeurs différentes. Et on peut remarquer un petit truc, c'est que 2 à la puissance 3, ça fait 8. Et donc je pourrais continuer comme ça longtemps, mais en fait on s'aperçoit que l'association de n bits, n étant un nombre, hein, et en fait, ça vous permet d'écrire 2 à la puissance n informations, nombre de bits. Donc, voilà ce qu'il va falloir que vous reteniez, vous, c'est ça en fait. Hein. Si vous avez... Alors, j'aurais peut-être pas dû mettre bit ici, parce que ça veut rien dire. Plutôt, mettez valeur ici. En fait, hein, si vous avez n bits de disponibles dans un système informatique, vous allez pouvoir avoir 2 à la puissance n valeurs différentes. Allez, je vous mets comme exemple, là je cache la correction peut-être. Pour vous amuser, vous pouvez écrire 2, 3, 4, 12, 54 en langage binaire, c'est-à-dire hein, sous forme de 1, de 0, de 1 et de 0. Vous allez peut-être réfléchir aussi, oui tiens, 54, combien de bits je suis obligé de mettre? Je vais vous laisser réfléchir à ça.
Euh, donc, le reste, hein, vous ferez vous-même, hein, vous allez voir s'il n'y a rien de bien compliqué. Je vous laisserai faire ça. On va repartir sur la partie cours, justement, sur le cours qui est ici. Donc, dans un premier temps, en fait, on va regarder comment est-ce que, voilà, on peut transmettre une information. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une information? Bon, en fait, hein, c'est quelque chose, hein, c'est un fait, voilà comment je vous ai noté ça. C'est, je sais pas, c'est une image, c'est un son, c'est un écrit, c'est un signal globalement qui suscite l'intérêt d'un individu qui va le percevoir. Et donc, bah, pour faire ça, en fait, évidemment, si vous voulez transmettre une information, et ben, cette information-là va passer par un certain nombre d'éléments, de choses. On appelle ça la chaîne de transmission. C'est voilà l'ensemble des dispositifs qui va permettre le transport d'une information. Trois choses différentes. D'abord, un encodeur. Donc, c'est ce qui va coder votre information. Un canal de transmission. D'accord, donc deuxième élément, c'est donc globalement c'est l'émetteur de votre information et le récepteur de votre information, ok, et un décodeur, donc un élément qui va permettre de décoder votre information. Alors tout ça, hein, ça peut être des choses numériques, mais ça peut être aussi des choses comme l'œil, comme le cerveau, comme l'oreille, etc. Je vous laisserai regarder un petit peu les exemples. Alors, ce qui va être hyper important ici, ça va être ça. Donc en fait, hein, dans le monde du traitement du signal, eh ben, on va distinguer deux types de signaux, les signaux analogiques et les signaux numériques. C'est important de bien distinguer les deux. Donc en fait, hein, le monde qui nous entoure est décrit par des grandeurs analogiques. Effectivement, la température, je sais pas, la pression atmosphérique, l'intensité des sons, je pourrais en rajouter d'autres, mais tout ça, ce sont des grandeurs analogiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sont des grandeurs qui vont varier de manière continue avec le temps. D'accord? Donc ces grandeurs-là, on les mesure avec tout un tas d'appareils, hein, thermomètre pour la température, manomètre pour la pression, microphone pour éventuellement l'intensité des sons. Et ici, je vous ai représenté donc un graphe, un signal en fonction du temps. On s'aperçoit que ici, on a une évolution du signal, de la valeur de votre signal, hein, peu importe ce que c'est, mais on s'aperçoit que l'évolution est continue. Vous n'avez pas de discontinuité entre vos points, hein. On a une courbe qui est parfaitement lissée, donc c'est ce qu'on appelle un signal analogique. Et donc en fait, hein, il se trouve que la plupart des appareils qu'on utilise dans la vie de tous les jours maintenant, hein, depuis des dizaines d'années quand même, et ben en fait ce sont plutôt des appareils numériques. Pourquoi d'ailleurs? Parce qu'en fait, hein, un appareil numérique, le gros avantage d'un appareil numérique, c'est qu'on va pouvoir facilement le traiter. On va pouvoir facilement le conserver, on va pouvoir facilement traiter l'information, je sais pas, la filtrer, etc. Donc ça veut dire que en fait, dans la vie de tous les jours, on va plutôt utiliser des informations de type numérique. Qu'est-ce que c'est qu'une grandeur numérique? Eh ben, c'est une grandeur qui va varier dans le temps, mais de façon discrète. Qu'est-ce que ça veut dire, pardon, de façon discrète? Ça veut dire que ces grandeurs vont varier par palier. Ici, je vous ai mis un petit graphique d'un signal qui va être numérique. Donc on a ici le signal qui varie en fonction du temps. Vous verrez, hein, je vous ai mis ça, donc là ici on voit bien ici les paliers, très bien. Un signal numérique, ce sera ça ici. Hein. Ici, il est plutôt représenté sous forme d'histogramme. Ici, on a juste représenté les petits paliers, c'est la même chose. Alors, on s'aperçoit de quoi? Parce que c'est ça qu'il va falloir que vous compreniez bien. On s'aperçoit qu'ici, par exemple, sur mon exemple ici, on s'aperçoit que mon signal il varie voilà, de 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, pareil vers les valeurs négatives. Et on regarde ici, quand on regarde les valeurs, en fait, on s'aperçoit que oui, les valeurs à chaque fois, c'est sur. Ici on a 0,5, ici on a 0,3, ici on a 0,1, etc. Donc on s'aperçoit que, en fait, par exemple 0,35 je l'ai pas, 0,25 je l'ai pas.
0,15 ici, 0,16, 0,17, je ne l'ai pas. Donc ça veut dire que, eh ben, en fait, votre signal numérique, il ne peut prendre que certaines valeurs. Ici, dans l'exemple, je vous ai mis, hein, eh ben, 0,5 on peut, 0,4 on peut, par contre 0,45 c'est pas possible. Et donc ici, la différence entre deux valeurs que peut prendre votre signal, on appelle ça le pas ou résolution, c'est la même chose. Et ici, on s'aperçoit que, en fait, là, le pas, hein, je vous l'ai mis ici, le pas de votre signal ici, c'est donc 0,5 moins 0,4 par exemple, ça fait 0. Ça veut dire que, en fait, hein, votre signal, il ne peut prendre que des valeurs tous les 0,1. Ça, c'est la première caractéristique. Deuxième caractéristique également, vous apercevez ici que le palier, il reste à la même valeur un certain temps. On appelle ça la période d'échantillonnage, hein. T pour période, E pour échantillonnage. Donc en fait, on s'aperçoit qu'un signal numérique va être également caractérisé par sa période d'échantillonnage, c'est-à-dire le temps que reste votre signal sur la même valeur. Ici, alors j'ai pas les valeurs ici, vous verrez dans les exercices, on verra ça. Donc, deux caractéristiques à bien avoir en tête. Un signal numérique, c'est caractérisé par un pas, ou la résolution, c'est pareil, et par une période d'échantillonnage. Comme d'habitude, hein, en électronique, on peut utiliser la période d'échantillonnage, mais on va surtout utiliser le terme de fréquence d'échantillonnage. La fréquence c'est petit f, hein, donc FE pour fréquence d'échantillonnage. Et n'oubliez pas que la fréquence c'est l'inverse de la période, donc on a FE égale 1 sur T. Je ne l'ai pas précisé, mais bon, c'est comme d'hab, hein, c'est-à-dire que votre fréquence sera en Hertz. Donc en fait, un signal numérique, il est caractérisé par deux choses, son pas et sa période d'échantillonnage ou fréquence d'échantillonnage. Ok, comment est-ce qu'on peut passer d'un signal analogique à un signal numérique, puisque c'est là tout l'enjeu du chapitre. Donc ici, sur ce schéma-là, vous avez représenté en rouge un signal analogique, hein, c'est une courbe, hein, vous avez pas de, il n'y a pas de palier, hein, tout est bien lissé. Alors c'est une courbe assez simple, hein, on aurait pu prendre cet exemple-là, c'était la même chose. Donc comment est-ce que on va passer d'un signal analogique à un signal numérique? En fait, hein, le but du jeu, c'est de passer de ce signal rouge-là, signal analogique, à un signal numérique qui est ici représenté par un histogramme. Hein. Tout à l'heure, ici, hein, je vous expliquais, on avait juste représenté les paliers. Ici, on l'a carrément représenté en histogramme, c'est la même chose. Et bien en fait, comment est-ce qu'on fait ça? Le but du jeu, et c'est ça qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'on va prélever certaines valeurs de votre signal analogique. Et on va prélever certaines valeurs uniquement. Le but du jeu, c'est pas de prélever toutes les valeurs de votre signal analogique, mais c'est d'en prélever un certain nombre. Ces valeurs doivent être évidemment représentatives. Je vous ai mis un CAN ici, c'est-à-dire un convertisseur analogique numérique. Donc pour numériser votre signal analogique, vous allez utiliser ce qu'on appelle un CAN, hein, globalement. Donc c'est un appareil, hein, qui permet en fait de récupérer une grandeur analogique, un son, une température, via un capteur. Ce capteur-là, hein, le but du jeu d'un capteur en électronique, c'est de transformer une grandeur analogique en une grandeur électrique, d'accord? Donc sous forme de tension, en règle générale. Ici, ensuite, dans la chaîne, hein, de numérique, on va utiliser ce qu'on appelle un CAN, c'est-à-dire qu'on va convertir une grandeur analogique ici en grandeur numérique. Hop. Et puis comme ça, on va pouvoir traiter ce qu'on veut en type de données. Donc, ce genre d'appareil, hein, un voltmètre, c'est un convertisseur analogique numérique. Hein. Les multimètres, etc., tous les appareils que vous utilisez, en fait, hein, les pH-mètres que vous avez utilisés aussi, les conductimètres, tout ça, c'est exactement ça. Hein. Vous mesurez d'abord une grandeur analogique via un capteur qui transforme ça en tension, et en fait, on va transformer ça en signal numérique. À partir du moment où votre appareil a des digits, hein, vous voyez la valeur, hein, varier, c'est que vous êtes en train de faire une conversion analogique numérique. Alors, plusieurs étapes, 2 étapes, hein, notamment, pour faire ça. Donc la première étape, on appelle ça l'échantillonnage. Donc vous avez votre signal analogique, très bien. Le but du jeu, c'est de prélever certaines valeurs de ce signal. Ok.
Donc évidemment, on choisit pas ça n'importe comment, si vous voulez. On s'aperçoit que, bah, sur votre appareil, hein, qui permet de faire ça, on peut jouer sur la période d'échantillonnage. Ici, vous voyez que, bah, on a choisi une période d'échantillonnage et puis en fait, toutes les, j'en sais rien, moi, c'est peut-être, alors on n'a pas, j'ai pas d'échelle ici sur mon graphe, mais on peut estimer, je sais pas, que toutes les secondes, on va prélever une valeur. Hop, donc entre là et là, j'ai une seconde qui s'est passée, entre là et là, une seconde. Alors une seconde, c'est beaucoup trop, hein, je vous rassure tout de suite. Les périodes d'échantillonnage elles doivent être évidemment beaucoup plus petites. Et donc ici, en fait, entre chaque prélèvement, donc entre chaque point vert ici, il s'est écoulé le même temps. Donc on appelle ça, hein, je rappelle, hein, le temps d'échantillonnage. Et donc, ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, une fois qu'on a prélevé ça, il faut construire les sortes de paliers ici. Et bah, votre palier, en fait, hein, ici, ça correspond donc aussi au temps d'échantillonnage, hein. Donc ici, hein, si on avait, je sais pas, une seconde ici entre chaque point, et bah, votre petit palier ici, enfin, sa durée va être d'une seconde. Donc, on va prélever sous forme de palier des valeurs toutes les secondes, toutes les 0,5 secondes, 0,005 secondes, tout ça, ça vous sera donné, hein, ces valeurs-là. Donc la période d'échantillonnage ici, c'est important pour ça. Et donc on va dire que bah, votre signal analogique, il est découpé en échantillons avec une fréquence de FE. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça de l'échantillonnage, hein. On découpe un signal analogique en échantillons. La deuxième étape, on appelle ça la quantification. C'est-à-dire que, rappelez-vous, on avait dit ici que, là, on vous avait dit que, bah oui, un signal numérique ne peut prendre que certaines valeurs, d'accord? Donc, les valeurs étant, enfin, la différence entre deux valeurs, c'est égal, en fait, au pas ou à la résolution. Alors, en fait, qu'est-ce qui se passe ici? Votre canne, qu'est-ce qu'il fait? Il va, en fait, donc, on l'a dit, hein, il prélève une valeur d'échantillon, en fait, hein, tous les TE, si vous voulez. Et en fait, cette valeur-là, il va la comparer avec les valeurs permises par le CAN. Et en fait, ensuite, on va remplacer dans le signal numérique la valeur qui est permise la plus proche. Je m'explique. Ici, vous avez un signal analogique ici, d'accord? Le signal numérique a été représenté en rouge. Donc en fait, hein, là, on voit bien que, bah oui, on prélève des valeurs tous les carreaux. Okay, tous les carreaux, on voit bien que notre palier, à chaque fois, il fait un carreau. Vous voyez ici, par exemple, à ce moment-là, hein, sur la courbe bleue, on n'est pas à une valeur juste. D'accord, hein, on est entre, je sais pas, entre 1,5 et 2. Et ben, le CAN, automatiquement, va mettre cette valeur-là à une valeur juste. Ici, a priori, le pas hein, de votre CAN, c'est bien 0,5, hein, entre, vous voyez ici, hein, donc ça veut dire que 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, etc. sont des valeurs permises, le reste non. Donc ça veut dire que ici, bah, votre petite valeur en bleu qui était peut-être de 1,8, et bah, votre canne va l'ajuster automatiquement à 2. D'accord? Ici, bah, par exemple, votre valeur, alors devait être en dessous de 2,5, j'imagine, ici. Et bah, non, enfin, alors, non, là, ici, on a 2,5, pardon. 2, je sais pas, on avait peut-être 2,7 ici. Et bah, votre canne, automatiquement, va ajuster la valeur à 2,5, c'est-à-dire à une valeur permise. Donc ça, on appelle ça la quantification. Ça veut dire que bah, le but du jeu, c'est de se rapprocher, hein, et c'est ça le but de la manœuvre au final. C'est que la courbe rouge, ici, le signal rouge, se rapproche le plus possible de la courbe bleue. D'accord, c'est ça le but du jeu. C'est ce que j'ai mis ici, hein, plus le signal numérique ressemble au signal analogique, bah, meilleure sera la qualité de votre numérisation. Sauf que, évidemment, hein, en informatique, c'est toujours un peu le même souci, c'est que il va falloir. Vous doutez bien que plus vous allez prélever d'informations, donc plus votre signal sera précis, bah, plus il va prendre de place en termes d'informations sur votre disque dur, par exemple. Et bah, le but du jeu, ce sera toujours le même. Ce sera de trouver le bon compromis entre une bonne qualité numérique, mais sans trop que votre signal ne soit trop grand en termes de taille. Donc, bilan, qu'est-ce que vous devez retenir là-dessus? Bah, un signal numérique, c'est la reconstitution d'un signal analogique, c'est ça le but du jeu. Pour que votre signal numérique ressemble le plus possible au signal analogique, il vous faut donc un pas le plus
le plus petit possible, d'accord, hein. Il faut que le pas ici soit le plus petit possible, si vous voulez que ça ressemble le plus à votre signal analogique, et il faut que votre fréquence d'échantillonnage soit la plus élevée. Si j'ai une fréquence d'échantillonnage élevée, ça veut dire que j'ai une période petite, ça veut dire que le temps, hein, de mon palier sera le plus petit possible. Donc si vous voulez avoir un signal numérique qui ressemble le plus à votre signal analogique, il faut un pas le plus petit possible et une fréquence d'échantillonnage la plus élevée possible. Voilà ce qu'il faut que vous reteniez. Je vous laisserai regarder ces petites animations là sur Australo ici qui sont vachement bien. Mais sur le Mac ici ça ne fonctionne pas. J'en avais une... Non, on verra ça après. Allez, je finis juste un petit truc ici dans cette vidéo. J'ai pris comme exemple l'exercice 23, page 533 de votre bouquin. Donc c'est on va étudier rapidement ici un multimètre. Hein. Donc multimètre, rappelez-vous, hein, c'est tout en même temps. Hein. C'est un voltmètre, un ampèremètre, un ohmmètre, tout ça en même temps. Et donc ici on vous dit que c'est un convertisseur analogique numérique 16 bits. D'accord. Rappelez-vous ici, on va se mettre dans la position voltmètre, hein, ici. Ces histoires de calibre, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Vous avez le calibre 200 mV, 2 ici, 20 volts ici, 200 volts, et là ça doit être 600 volts, etc. On va imaginer ici qu'on a des calibres plus ou moins 20 volts, plus ou moins de volts, pardon, plus ou moins 200 milli, plus ou moins 20 milli. Ok. Si on regarde le premier calibre ici, on s'aperçoit que si vous mettez sur ce calibre-là, vous pouvez mesurer des tensions qui sont comprises entre moins 20 volts et plus 20 volts. D'accord? Donc en utilisant ce calibre-là, on est capable, vous pouvez mesurer des tensions comprises entre moins 20 volts, décidément, et plus 20. Donc ça veut dire que la plage de mesure possible, c'est 40 volts. Hein, de moins 20 à plus 20, on a bien 40 volts. On vous dit ici dans l'exercice dans l'exemple, que votre CAN, il permet un codage sur 16 bits. D'accord? Rappelez-vous, si vous codez sur 16 bits, ça veut dire qu'on peut avoir 2 puissance 16 valeurs. On vient de le voir dans l'introduction. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, numériquement, je vais pouvoir avoir 2 puissance 16 valeurs qui va en fait représenter les 40 volts de ma plage de mesure. Et donc, si on veut calculer le pas, la résolution du CAN ici, qu'est-ce que je fais? Je fais ma plage de mesure divisé par 2 puissance n, donc 40 volts divisé par 2 puissance 16, ça me fait 6,1 fois 10 puissance moins 4 volts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 1 bit, ça va correspondre à 6,1 fois 10 puissance moins 4 volts. D'accord? Ça veut dire que le pas de votre appareil, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que ici, votre appareil ne va pas pouvoir détecter une variation qui sera plus petite que ça. En même temps, c'est une très petite variation, ça, donc on s'aperçoit qu'au final, c'est relativement précis. Donc ce que vous devez savoir, vous, c'est ça. Pour calculer le pas d'un appareil, d'un CAN, ce qu'on appelle un CAN, un convertisseur analogique numérique, vous faites le rapport entre la plage de mesure, quelle valeur concrète vous voulez mesurer, divisé par 2 puissance n, c'est-à-dire le nombre de valeurs que peut prendre votre codage. N étant le nombre de bits ici. Et tiens, si on regarde 2-3 trucs ici, on va regarder pour le calibre plus ou moins 2 volts. Donc vous faites ce calcul-là, P égale 4 divisé par 2 puissance 16, on trouve 6,1 fois 10 puissance moins 5 maintenant. D'accord? Donc ça veut dire qu'en fait, le pas ici, il est plus petit que ici. Et c'est logique parce que le calibre est plus petit, donc c'est exactement pour ça qu'on utilise ces histoires de calibre sur ces appareils-là. En fait, on va utiliser un calibre le plus petit possible si on veut une meilleure précision, et c'est bien là l'intérêt du truc. On s'aperçoit que si on utilise le calibre plus ou moins 200 mV, vous faites le même rapport, vous allez trouver quelque chose qui va être encore 10 fois plus petit. Pour le calibre 20 mV, votre pas va être encore 10 fois plus petit, et là on arrive à un ordre de grandeur de 10 puissance moins 7 volts. Donc c'est pour ça en fait on vous le dit que plus votre calibre est petit, évidemment, avec ce calibre-là, on ne peut mesurer que des tensions entre plus ou moins 20 millivolts, pardon. Mais en fait, ça veut dire que plus votre calibre est petit, plus vous serez précis sur votre résultat.
On s'aperçoit en fait là, pour ce calibre-là, vous êtes précis à... Alors si, je vais peut-être reprendre le calibre classique, c'est souvent celui-là qu'on utilise. Hop. En fait, vous êtes sur ce genre d'appareil-là, vous êtes relativement précis. Vous êtes précis à 6,1 fois 10 puissance moins 5 volts. Allez, on s'arrête là pour le moment. On verra la suite dans une autre vidéo. Allez, bon courage à vous. À bientôt.